RCN. Le son de la différence. L'IA, un anti-héros, l'émission qui vous donne la parole pour interroger la place ambivalente de l'intelligence artificielle dans nos usages. Présenté par Myriam Djebara. Bonjour à tous, bienvenue pour une seconde émission, l'IA, un anti-héros. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle sur les métiers de directeur artistique. On va essayer de voir si nos deux invités ont peur, quels sont aussi les avantages. On va un petit peu discuter de tout ça. Je me présente encore une fois, je m'appelle Myriam Djebara, je suis conférencière, consultante et formatrice en intelligence artificielle. Et je suis là aujourd'hui pour être un peu le conseil expert, en tout cas essayer de vous rassurer un petit peu. Bonjour à tous les deux, merci d'être là déjà. Bonjour. Merci pour l'accueil. Je vais vous laisser vous présenter peut-être, expliquer un petit peu pourquoi vous êtes venus, ce que vous faites, ce que vous comptez faire aussi. Parler un petit peu d'intelligence artificielle, si vous en avez peur, si vous trouvez que c'est un super outil, si vous pensez qu'elle va vous remplacer plus tard. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Qui êtes-vous finalement? Je commence? Vas-y, je te laisse commencer. Donc moi, c'est Manon Rochat, j'ai 21 ans, je suis étudiante en directeur artistique digital à My Digital School, où j'y suis également alternante. Donc en fait, je suis au sein du service communication et voilà, je développe mes compétences au sein de l'école, au sein de l'établissement. Et moi, cette émission, elle m'intéresse parce que j'aimerais vraiment avoir le point de vue des autres sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Et surtout l'impact que ça a dans notre métier et l'impact que ça va avoir avec l'évolution au fil du temps. Top, merci. Donc moi, je m'appelle Maël Petruzelli, j'ai 23 ans, je suis aussi à My Digital School Nancy, mais en deuxième année de direction artistique digitale, pareil à My Digital School. Et avant d'arriver là, j'avais fait un BTS en développement, donc logiciel ou programmation en général. Et pour ma licence, j'ai voulu me spécialiser sur le web, sauf que ça ne m'a pas forcément plu, et pour plusieurs raisons, dont l'arrivée imminente de l'intelligence artificielle, j'ai préféré arrêter parce que je ne voyais pas forcément le plein potentiel de cette formation. Et c'est pendant cette année que j'ai découvert donc, l'e-commerce et le digital en général. Et c'est ce qui m'a vraiment ouvert les yeux sur le potentiel que ça avait. Donc j'ai cherché une formation en rapport avec ça. Donc je suis arrivé en B3 au sein de My Digital School Nancy, en web marketing social media. Et ensuite, j'ai poursuivi avec le master direction artistique digitale, comme Manon fait cette année. D'accord. Et pour le futur, vous cherchez un CDI, CDD, enfin un contrat. Dans quel domaine finalement? Juste pour préciser un petit peu, pour que les gens qui nous écoutent puissent vraiment comprendre en fait ce que vous faites. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière la direction artistique? Ok. Bah, si tu veux, je continue. Vas-y. Moi, en parallèle donc du coup de mes études, depuis, on va dire, la 3e année, entre guillemets, j'ai ouvert mon autre entreprise à côté, là où il y a 3 pôles. Donc, du coup, la prestation de services en lien avec ce que je fais professionnellement, donc site internet, identité visuelle, tout ça. À côté, il y a toujours l'e-commerce, donc j'ai une marque de vêtements, et à côté, je vends aussi d'autres produits divers et variés, entre guillemets. Et avec ça, la dernière chose que je fais, c'est des SaaS. Donc, c'est en gros des solutions digitales qui répondent sous forme de logiciel ou de site internet à un service. Et c'est ce que je pousse le plus en ce moment parce qu'avec les IA, etc., il y a plein de niches et de domaines à aller chercher là-dedans. Et plus tard, j'aimerais construire quelque chose de grand grâce à tout ce que j'ai appris avant et pas forcément être en CDI ou CDD ou quoi, mais avoir ma propre bâtisse, on va dire. Ok, ça c'est un super projet que je comprends complètement puisque moi aussi je suis auto-entrepreneuse, enfin créatrice, on peut parler de ça comme on veut. Je sais que maintenant il y a plein de mots, solo-entrepreneur, solopreneur, bref. Donc c'est bien, et puis j'ai trouvé ça super intéressant le fait que vous ayez dit voilà, j'ai compris que l'IA c'est un outil finalement dans votre discours, c'est ce qu'on entend, et ça c'est important. Et d'ailleurs les peu de fois où j'ai été amenée un petit peu à être un peu étonnée, c'est surtout quand j'ai vu des personnes qui pensaient que c'était une fin en soi, qui l'utilisaient vraiment comme un
comme un alternant, comme un autre junior, comme une vraie personne. Alors qu'en réalité, je tiens à rappeler quand même que l'intelligence artificielle, elle ne crée rien, elle va juste chercher dans sa base de données les probabilités les plus fortes par rapport à la question que vous allez lui poser. Donc je trouve que c'est super intéressant, et en plus effectivement les 3 pôles là vont être touchés par l'intelligence artificielle, et évidemment que aujourd'hui l'intelligence artificielle elle crée de l'argent, et ça me permet en même temps d'introduire et de faire un petit peu de promo aussi, puisque je me mets aussi sur YouTube, je fais des podcasts avec des invités, et donc si la première vidéo était autour de comment se faire des amis à l'ère de l'intelligence artificielle, parce que ça a eu un impact aussi, j'ai une vidéo là qui sort incessamment sous peu sur comment faire de l'argent avec l'intelligence artificielle, et justement on réagit à des histoires qui sont vraies, donc 4 histoires différentes, 2 où l'intelligence artificielle a complètement mis en faillite un business, et 2 autres où elles ont permis de gagner énormément d'argent. Donc voilà, donc ça me permet d'introduire en même temps et de faire un petit peu de pub, mais effectivement si ça vous intéresse vous pouvez aller regarder, mais c'était juste pour aussi confirmer le fait que évidemment que l'intelligence artificielle va créer déjà et va créer encore plus de business, et des business dont on ne connaît pas encore le sujet et même la prise en main aujourd'hui. Exactement. Je vous laisse aussi expliquer comment vous voyez aussi votre avenir. Donc moi, mon avenir, j'aimerais, comme Maëlle, avoir plein d'ambitions et faire plein de choses dans mon auto-entreprise, mais pour le moment, je me concentre vraiment sur les études pour le moment. Les études, mon alternance, etc., c'est vraiment une priorité, où j'essaye d'ailleurs d'utiliser l'IA, on va en parler après, je pense, mais de manière intelligente. Et pour mon futur, j'aimerais, pourquoi pas, travailler, c'est assez basique, hein, mais dans une agence de communication, pourquoi pas. L'idéal, ce serait évidemment de construire mon auto-entreprise, etc., d'apporter mon aide aux gens qui aimeraient se développer en créant des logos, leur identité visuelle, etc. Mais je vais déjà essayer de commencer doucement en intégrant, pourquoi pas, une agence de faire de l'expérience aussi. Oui, aussi, bien sûr. Comment vous voyez l'intelligence artificielle ? Alors bon, vous êtes dans une école qui porte dans son nom le mot digital, donc j'imagine bien évidemment que vous avez été formé, et de toute façon je le sais puisque j'ai eu la chance d'en faire une conférence là-bas. Donc comment vous voyez ça ? Est-ce que alors, je peux entendre aussi le fait que vous ayez peur, puisque évidemment que ça a changé notre manière de communiquer, de faire de la communication. Comment vous voyez en fait l'impact de l'intelligence artificielle dans les métiers que finalement vous vous êtes peut-être dit j'ai tel projet, qui soit auto-entrepreneur ou même dans le salariat, où vous vous êtes dit mince, là j'ai peut-être une compétence qu'il faut que j'ai pour m'épanouir pleinement dans le métier que je souhaiterais faire. Je peux commencer ? Oui, t'inquiète, vas-y. Alors déjà, moi, l'IA, je le vois vraiment comme un outil. Enfin, je m'en sers au quotidien. Dans mon métier, en alternance, je m'en sers au quotidien, mais vraiment comme un outil. Jamais ça va remplacer un travail que moi, je fais. Si j'ai besoin d'écrire un article, par exemple, je vais m'en aider, mais jamais ça sera l'IA qui va le faire à 100%, parce que j'estime qu'il faut quand même qu'il y ait une part d'humain derrière. Après, c'est que mon avis, hein, mais j'estime que ChatGPT, par exemple, n'est pas humain. On voit très bien que c'est de l'IA. Donc, voilà, moi, j'essaye de prendre ce que l'IA me donne pour en faire vraiment quelque chose d'humain, si je peux dire ça comme ça. Ouais. C'est assez similaire, mais sur le fait que l'IA, elle ne va pas nous remplacer. C'est sûr que c'est un outil, ça permet d'être un petit peu une accélératrice ou accélérateur d'idées, un petit peu comme j'aime bien dire, mais qu'elle n'aura pas ce qu'un artiste, un designer ou un créatif aura. Je sais pas moi, des émotions, une certaine sensibilité à quelque chose, une histoire ou quelque chose à raconter. Je pense que c'est là où la différence, elle se joue. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a plein de domaines, notamment le nôtre, du coup le digital ou la communication, où ça peut être compliqué pour les personnes qui n'ont pas forcément encore beaucoup d'expérience ou quoi, et qui ne se penchent pas sur l'IA. Parce que je pense qu'aujourd'hui, rater ce train, ça peut être vraiment grave, parce qu'elle fait gagner énormément de temps, comme Manon l'a dit, même si elle ne fait pas tout pour certains. Mais je pense que ça soit pour de la génération d'images ou quoi, c'est quand même assez intéressant, et ça a testé en tout cas. C'est un bel avantage du coup, l'intelligence artificielle ? Pour le moment, je trouve que oui. Après, ça dépend toujours comment est-ce qu'on l'utilise. Je trouve que c'est un avantage parce que ça va vite.
ça va vite, on lui pose une question, il nous répond rapidement en allant chercher dans toutes les bases de données qu'il a, etc. Donc je trouve que c'est vraiment un outil de rapidité, mais comme Maëlle l'a dit, il y a toujours ce manque d'émotion. Si on lui demande de créer une image, pour nous, notre métier par exemple, on n'aura pas d'émotion, on n'aura pas le côté humain derrière. Donc c'est un outil, oui, qui est bien pour le moment, parce qu'il n'a pas encore pris le dessus sur tout, mais voilà, à utiliser à bon escient en tout cas. Juste, ça me fait penser à quelque chose d'un intervenant qui nous en a parlé il n'y a pas longtemps. C'est les UGC. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, si tu peux juste définir. C'est le User Generated Content. En gros, c'est les utilisateurs ou les consommateurs d'un certain produit ou service qui vont faire la propre promotion du produit avec des vidéos, des photos, des posts, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont spécialisées sur cette niche-là, avec plusieurs plateformes qui proposent de s'inscrire, etc., et de proposer ça. Et aujourd'hui, par exemple, avec l'arrivée de Sora 2, je ne sais pas si vous avez vu. Qui est du coup, tu sais d'où ça vient d'OpenAI, oui. Oui. Je vais juste rappeler que c'est la même. C'est juste une branche, en fait, c'est une seconde entreprise, une filiale, je ne sais pas, mais c'est effectivement ChatGPT, c'est le même groupe. C'est ça, exactement. Je précise parce que des fois, j'entends des personnes qui disent « Ah, mais moi, je n'utilise pas du tout ChatGPT, mais pour générer des images, Sora. » En fait, c'est la même chose. Ah oui, c'est juste pour prévenir. Voilà. C'est tout à fait la même chose. Et au contraire de Sora 1, du coup, qui n'était pas très performant, là, je pense qu'on a tous TikTok ou Instagram ou quoi, on voit très bien des vidéos et des fois, on ne sait pas si c'est réel ou pas. Alors, certes, il y a encore quelques failles, mais je pense que dans quelques mois ou peut-être quelques années, il y a des contenus comme l'UGC qui sera impacté parce qu'on ne verra pas le vrai du faux et on pensera juste à consommer et on ne s'attardera pas sur le fait que ce soit de l'IA ou pas. Et vous pensez, vous, en tant que directeur artistique, vous êtes capable de savoir si une affiche, une image, ou peu importe ce que vous êtes capable de... Enfin, ce que vous devez générer pour un client, notamment, de détecter ce qui a été fait par l'humain et détecter ce qui a été fait par l'IA ? Oui. Enfin, en tout cas, moi, pour le moment, oui. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'IA, pour le moment, fait des choses, je trouve, assez basiques. Mais une affiche générée par ChatGPT, moi, personnellement, je le vois direct. La police d'écriture n'est pas la même. Parfois, il y a des fautes, etc. Donc, pour le moment, j'estime être capable de déceler si c'est l'IA ou pas, quoi. Alors, il y a quelques mois, j'aurais répondu que oui. Je pense que j'aurais réussi à avoir un document, un article ou quoi que ce soit, une image. Mais pour mes propres business, entre guillemets, ce que je fais à côté, j'ai utilisé beaucoup l'IA, même l'IA générative à bon escient, bien entendu. Et je vous avoue que je me suis surpris tout seul. Parfois en me disant mais j'arrive même pas à savoir si c'est une vraie photo ou pas. Quand je montrais ces photos à mes proches, à aucun moment ils disent ah mais c'est une photo IA. Ils me disent mais t'as fait quand la photo, etc. Donc c'est assez perturbant parce que je me rends compte qu'au fil des mois, même des semaines, ça progresse super vite et je pense que en vrai ça dépend des domaines, de ce que c'est, etc. Mais je serais pas capable de déceler par exemple un site internet, je sais pas si c'est une section ou un bloc fait par de l'IA, parce qu'il y en a qui sont très très fortes, que ce soit les propres logiciels comme Figma ou autres, qui créent leur IA directement intégrée, ça devient compliqué. Non, effectivement, ça devient de plus en plus compliqué de savoir si c'est une image qui a été générée par l'IA ou pas. On se rend compte, avant, il y avait des idées quand même, se dire, voilà, si une personne était trop lisse, on pouvait se dire que c'est de l'IA. Aujourd'hui, ça devient vraiment très compliqué. Et moi, je le vois, puisque je m'amuse souvent à faire dans mes conférences un petit jeu qui est, est-ce que c'est de l'IA ou pas de l'IA ? Et je change, en fait, petit à petit les images. Et honnêtement, ça devient de plus en plus compliqué. Et j'ai toujours la question en conférence ou en formation, on me demande souvent, madame, comment on fait pour reconnaître une image ou une vidéo qui a été générée par l'IA? Mais moi, je vous le réponds, c'est de plus en plus compliqué. C'est compliqué aujourd'hui, ça le sera encore plus demain. Effectivement, et ça, c'est l'une des peurs qu'on peut avoir justement dans la direction artistique. Donc, on va faire une toute petite petite pause, et ensuite, on va parler un petit peu, plus en profondeur de toutes les peurs que vous pouvez avoir, vous, en tant qu'étudiant déjà, que personne qui consomme. RCN, l'IA, un anti-héros, Myriam Djebara. Merci d'être là encore. On parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle, bien évidemment, des avantages dans la direction artistique. On a parlé du fait que ce soit un très bel outil qui permet de faire aussi bien du business, mais d'utiliser dans la communication.
On s'était arrêté sur le fait que effectivement, on avait de plus en plus de mal à reconnaître une image et une vidéo qui a été générée par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, une affiche, une pub peut être générée 100% IA. C'est d'ailleurs Coca-Cola qui s'est amusé à le faire il y a une semaine pour une pub de Noël. Donc le ressenti a été mitigé. Certaines personnes considéraient que c'était une très belle pub qui était utilisée comme un outil. On l'a utilisé, ça fait gagner du temps. Et d'autres sont quand même montés au créneau en disant que ça crée un peu en disant que ça crée du chômage, mais que c'était aussi pas très humain d'utiliser l'intelligence artificielle. On parlait de tout ça dans la direction artistique. Quelle est selon vous, quelles sont vos craintes? Est-ce que vous en avez déjà? Vous pouvez aussi dire que non. Et si oui, lesquelles? Je te laisse. Je commence. Vas-y. Moi, ma crainte première, c'est déjà que ça prenne le dessus, que notre métier disparaisse. Je pense que beaucoup de personnes ont peur que leur métier disparaisse. Ouais. Parce que maintenant, c'est déjà arrivé avant avec la technologie. Il y a beaucoup de caissiers, par exemple, qui ont disparu. On a beaucoup de caisses automatiques, etc. Donc, j'ai peur que ça arrive aussi avec notre métier, et beaucoup d'autres, d'ailleurs. Donc, j'ai pas envie d'avoir fait 5 ans d'études pour rien, quoi. Moi, c'est tout l'inverse. J'ai pas peur de l'IA. Ok, on est d'accord, on l'a dit tout à l'heure, elle va remplacer certains emplois, mais comme vous l'avez dit, Myriam, elle en crée d'autres. La preuve avec les SaaS, tout ça, elle crée beaucoup de possibilités, on va dire, derrière. Ça, c'est sûr et certain. J'ai déjà, même moi, été bloqué dans des moments, que ce soit du développement ou quoi que ce soit. Quand j'avais pas, encore une fois, l'accès aux intelligences artificielles, je pouvais passer des heures, même des journées, à m'arracher les cheveux sur une erreur, un truc que je comprenais pas. Et c'est vrai que maintenant, on donne les logs ou quoi que ce soit à une IA, même ChatGPT, et il arrive à nous solutionner la chose, tout en nous l'expliquant, pourquoi il fallait pas faire comme ça, comment il fallait faire, etc. Bon, après, ça dépend comment on lui parle, bien sûr, mais je pense que il ne faut pas en avoir peur, vraiment l'utiliser comme un outil, que ce soit un outil d'apprentissage, un outil pour gagner du temps, etc. Il ne faut pas le voir comme une menace. Enfin, c'est mon avis, mais... Je rappelle quand même qu'effectivement, l'utilisation de l'intelligence artificielle, je parle bien de la générative, donc celle qui est capable de générer du texte, des images, des vidéos, est utilisée par les particuliers pour la première utilisation, elle n'est pas professionnelle, elle est personnelle. Et on s'est rendu compte effectivement que ce soit pour les entreprises, là pour le coup professionnel, ou pour les particuliers, donc dans leur vie de tous les jours, la première utilisation d'intelligence artificielle, c'est pour la prise de décision, mais aussi la création d'idées. Pourtant, je rappelle, et là, c'est aussi une des petites peurs que que j'imagine vous avez aussi un petit peu, c'est le fait que l'intelligence artificielle, elle ne crée rien. Je sais que je fais un peu, à chaque fois que je dis ça, j'ai des réactions un peu mitigées. Certaines personnes me disent, bah si, elle crée. Moi, je ne trouve qu'elle ne crée rien. Elle se base sur des probabilités. Elle va chercher dans une base de données qui est déjà existante. Donc, je la trouve aujourd'hui très peu créatrice. Et créative. Maintenant, je pense que ça va venir. Hein. Mais tout ça pour dire que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, effectivement, si on lui demande de générer une image, de générer une vidéo, elle va encore sortir certains biais, certains clichés qui vont être encore trop basiques. Et d'ailleurs, si vous avez déjà travaillé en agence de com, vous allez peut-être me confirmer, mais j'avais entendu effectivement que les agences de com, d'ailleurs, elles ne partent jamais sur leurs premières idées. Quand elles ont une commande client, elles se basent jamais sur ce qu'elles ont comme idée dès le départ, puisque c'est trop cliché. Et donc, en fait, quand on utilise du coup l'intelligence artificielle pour la création, pour la communication, bien du coup, ça va être la première idée, puisque c'est de la probabilité, encore une fois, donc elle va partir sur les choses qu'elle trouve en premier sur Internet. Donc finalement, c'est la première idée. L'humain est capable aujourd'hui, dans l'agence de com, de se dire, si c'est ma première idée, c'est que c'est trop cliché, c'est que c'est trop faisable, c'est que c'est trop fait. Et pour éviter de faire des pubs qui sont déjà sorties il y a des années, on essaye de partir sur la deuxième idée. C'est un créateur de contenu qui m'avait donné ce petit tips. Donc, je le trouve très parlant, en fait, de se dire, elle crée des biais, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans l'utilisation? Parce qu'on a dit que
c'est un outil effectivement, mais est-ce que vous avez, j'espère que c'est le cas aussi, mais est-ce que vous avez aussi été dans une réflexion à un moment donné de se dire, il faut que j'ai mon esprit critique. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que c'est une compétence? Quelles sont pour vous les compétences à avoir? En fait, finalement, quelles sont les solutions aux peurs? Parce que j'entends qu'il y a aussi des peurs de remplacement d'emploi. Quelles sont pour vous les solutions qu'on pourrait mettre en place? Si vous en avez, bien évidemment. Auquel cas, je compléterai, parce que moi, j'en ai certaines. Sur l'utilisation de l'IA? En fait, sur le fait qu'elle remplace certains emplois, ou même, voilà, on voit effectivement qu'elle peut être cliché pour la création de pubs. Pour vous, comment on pourrait faire pour qu'en fait, que ce soit un très bel outil à utiliser? Déjà, en vrai, ça me fait penser à quelque chose, ce que vous dites, c'est que au niveau de l'éthique, il y a eu une grosse polémique, ça commence à dater un petit peu maintenant, mais avec le studio Ghibli, si je ne dis pas de bêtises, la génération d'images avec leur style du studio, qui était faite et refaite et réinspirée, et les intelligences artificielles n'avaient aucun mal, forcément, à reproduire ce qui avait été fait par quelque chose qui avait été fait par des artistes, et du coup, là, ça posait vraiment des problèmes éthiques. Je pense qu'il faut cadrer tout ça. Il faut mettre peut-être une charte d'éthique, je ne sais pas, des formations, si c'est pour des élèves, si c'est pour des gens en entreprise qui doivent travailler sur une IA A ou Z, leur dire comment l'utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il y a maintenant, même avec les modèles d'OpenAI, c'est qu'on peut créer nos propres agents. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Donc on le formate un petit peu comme on veut, dans les limites de ce qu'il est capable de faire. Donc pourquoi pas une entreprise qui travaille sur un agent et qui donne juste cet agent au personnel, si jamais ils peuvent pas aller plus loin, ils doivent rester dans leur cadre. Si c'est quelqu'un qui doit résumer des dossiers par exemple, l'IA le fera, mais si commence à dire copie le dossier d'un tel, il le fera pas parce qu'il sera limité, et tout simplement il sera paramétré pour respecter toutes les choses. Non, mais c'est très bien résumé. Par là, si je peux résumer en 3 points, c'est former, sensibiliser aussi, parce que c'est pas toujours la même chose. On peut se former, on peut former aux outils. Mais la sensibilisation, c'est très peu fait. Même moi, en tant que conférencière, souvent, on va m'appeler pour former à un outil particulier, mais je leur dis d'abord, mais en fait, avant de former à n'importe quel outil, il faut sensibiliser. Et d'ailleurs, ça étonne même toujours un petit peu, parce que je suis vraiment dans la sensibilisation totale, en fait, de l'IA. Et effectivement, aussi contrôler, cadrer. J'ai beaucoup apprécié ce mot, sachant que c'est pas encore trop fait en entreprise. Il faut absolument cadrer, mettre une charte, un protocole qui pourrait être fait. Et c'est vrai que dans les émissions, ici à la radio, j'aime beaucoup dire et finir souvent sur le fait que l'intelligence artificielle, c'est un outil, c'est pas un ami, c'est pas quelque chose qui doit nous remplacer non plus 100%. Mais si on l'utilise bien, elle peut être pas si dangereuse que ça. Et finalement, si on reprend un petit peu ce qu'on a fait pendant cette trentaine de minutes d'interview, on a vu les avantages, donc la rapidité, l'optimisation, les peurs qu'on peut avoir aussi, remplacement de l'emploi, aussi la déshumanisation de certaines publicités, dans la création vraiment artistique. Mais finalement, il peut y avoir, je pense, un contrôle, en tout cas un mix des deux, un consensus des deux, en seulement utilisant l'intelligence artificielle à bon escient, de manière cadrée, etc. Donc je vous invite vraiment à tous vous former, à vous sensibiliser, que ce soit d'ailleurs pour la vie privée, pour y revenir aussi un petit peu, mais même moi sur mes vidéos YouTube, c'est seulement des histoires que j'ai entendues, ce sont des histoires vraies, mais qui se passent dans le quotidien. C'est pas seulement des histoires d'entreprise. Donc il faut faire attention, effectivement, l'éthique, une IA éthique, c'est très important, c'est bien plus important qu'une IA qui va être dans la production à 100%. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, est-ce que vous avez un projet peut-être pour plus tard, quelque chose dont vous voulez parler Non, ça va? À part ce que je fais, que j'essaye de pousser, je pense, le plus possible jusqu'au jour où ça sera là où je veux, pas forcément. Où est-ce qu'on peut vous retrouver alors si on a envie de faire appel à vous? Le plus facile, ça serait LinkedIn, je pense. Ouais. Voilà. Sur LinkedIn. Ok. Nom, prénom, Manon Rochat. Et moi, Maël Petruzelli. Voilà. Sinon, merci beaucoup. Merci, et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo, une prochaine radio. Ça y est, je me confonds les deux. Merci beaucoup.
Et puis, on espère une prochaine fois pour reparler, encore une fois, pourquoi pas, de l'intelligence artificielle dans les métiers de la direction artistique. Avec plaisir. Avec plaisir. RCN, www.rcn-radio.org